Aujourd'hui, on va étudier le tissu conjonctif proprement dit. Le tissu conjonctif est le tissu le plus répandu dans l'organisme et il est d'origine mésenchymateuse. Il y a plusieurs variétés de tissus conjonctifs et les cellules qui vont former ces tissus sont en fait issues d'une seule et même cellule qu'on appelle la cellule mésenchymateuse. Cette cellule va nous donner les fibroblastes, les adipoblastes et également les chondroblastes et les ostéoblastes. Ces deux-là vont nous donner les tissus conjonctifs chondrogènes et ostéogènes qu'on verra dans d'autres vidéos, alors que les fibroblastes et les adipoblastes vont nous donner le tissu conjonctif proprement dit qui est le sujet d'aujourd'hui. Le tissu conjonctif proprement dit est constitué d'un mélange de cellules conjonctives non jointives, je précise bien non jointives. Dans les épithéliums, on disait que les cellules sont jointives et juxtaposées, alors que les cellules conjonctives, elles sont libres et elles sont non jointives. Il est également constitué de fibres conjonctives et de substances fondamentales qui vont constituer la matrice extracellulaire de ce tissu. Le tissu conjonctif proprement dit est présent dans tout l'organisme et occupe les espaces libres entre les autres tissus. Donc on va le trouver autour et dans les organes. Quand on dit dans les organes, c'est-à-dire qu'il va s'interposer entre les différentes couches qui vont constituer les organes. Et lorsqu'on dit autour, c'est-à-dire qu'il va constituer une capsule autour de ces organes. Et donc, il joue un rôle de remplissage, de soutien, de nutrition et de protection. Je vais prendre l'exemple de la peau. Donc, comme vous savez, la peau elle est constituée de plusieurs couches. On a la couche la plus externe, c'est l'épiderme, qui est un épithélium de revêtement. Ensuite, on a le derme et l'hypoderme avant d'arriver aux muscles. Donc, le derme et l'hypoderme, ce sont des variétés de tissus conjonctifs proprement dit. Et comme vous pouvez le voir, le tissu conjonctif est un tissu qui est très vascularisé. Et donc, il va soutenir cet épithélium et le nourrir. Et il va également le protéger parce qu'en fait, les cellules du système immunitaire et tous les éléments du système immunitaire, en fait, ils vont circuler dans ce tissu conjonctif. Maintenant, on va détailler sur les différents éléments qui constituent le tissu conjonctif proprement dit. Et on va commencer par les cellules qu'on trouve à l'état normal, c'est-à-dire les cellules qui sont responsables de l'entretien de la matrice extracellulaire de ce tissu. On commence par la cellule mésenchymateuse. Donc, c'est une cellule de forme étoilée. Elle est indifférenciée et multipotente. Qu'est-ce que ça veut dire multipotente? C'est-à-dire qu'elle a la capacité de se différencier en plusieurs autres types de cellules. Et on les a vus, par exemple le fibroblaste, l'adipoblaste, le chondroblaste, l'ostéoblaste et également le myoblaste. On continue, donc on a le fibroblaste, c'est une cellule aussi de forme étoilée ou fusiforme, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un fuseau. Elle possède plusieurs prolongements qui vont lui permettre de se mettre en contact avec les autres cellules. Son noyau il est central et ovoïde et mitotique. Son cytoplasme il est abondant et riche en organites et ça lui permet d'élaborer les constituants de la matrice tels que le tropocollagène qui va être un précurseur des fibres de collagène. Il intervient également dans le processus de cicatrisation, il sécrète de nombreuses molécules et il joue un rôle très important dans les réactions inflammatoires. Lorsque son activité diminue, le fibroblaste devient un fibrocyte. Donc, le fibrocyte, c'est une cellule qui est beaucoup plus petite et son noyau est nettement plus condensé. Son cytoplasme il est moins abondant et plus pauvre en organites. Maintenant, on passe à un autre type de cellule qui est l'adipocyte. Alors, on a l'adipocyte brun. C'est une cellule sphérique avec un noyau central. Son cytoplasme il est riche en vacuoles lipidiques et en mitochondries. Et il porte à sa surface une protéine qu'on appelle la thermogénie qui permet la conversion de l'énergie produite par les mitochondries en chaleur. Et on les trouve chez le fœtus et le nourrisson. C'est pour ça qu'on l'appelle également adipocyte primaire. Maintenant, on va voir l'adipocyte blanc ou on l'appelle également adipocyte secondaire. Donc, ce type d'adipocyte, il est nettement plus gros que le précédent et il a une forme plus ou moins sphérique. Il est constitué d'une grosse vacuole qui va prendre toute la place dans le cytoplasme et elle va refouler les autres éléments à la périphérie. Cette cellule, elle joue un rôle métabolique en constituant un réservoir d'énergie pour l'organisme
et elle a également une fonction de protection mécanique des organes. On la trouve chez l'adulte. Maintenant, on passe aux cellules qu'on trouve à l'état irrité, c'est-à-dire lorsqu'il y a un microbe, il y aura des cellules qui vont intervenir pour s'en débarrasser. On commence par la cellule géante d'irritation. C'est une cellule volumineuse à noyaux multiples. Donc là, on peut en compter 7 noyaux. Son cytoplasme est riche en lysosomes. Cette cellule intervient lorsque la particule à digérer est de grande taille. Et en fait, elle provient de la fusion de plusieurs macrophages. Maintenant, on passe aux macrophages. C'est aussi une cellule volumineuse. Son noyau, il est réniforme, c'est-à-dire il a la forme d'un rein. Elle a des prolongements qu'on appelle pseudopodes et qui lui permettent de se déplacer en quelque sorte. Son cytoplasme est riche en organites de synthèse de défense contre les agents étrangers tels que les lysosomes primaires, les lysosomes secondaires et les phagolysosomes. Cette cellule joue un rôle dans la phagocytose, dans la sécrétion de substances toxiques et dans le déclenchement des réactions immunitaires. Maintenant, on passe au plasmocyte. C'est une cellule ovoïde à noyau excentré et sphérique et la chromatine de ce noyau elle est organisée en rayons de roue. Son cytoplasme est très basophile. Il possède un appareil de Golgi volumineux juxtanucléaire et un réticulum endoplasmique granuleux abondant. Elle fabrique les anticorps et elle provient des lymphocytes P. On passe au mastocyte, c'est une cellule arrondie ou ovoïde avec un noyau central et une membrane plasmique très irrégulière. Son cytoplasme est bourré de granulations qui renferment des substances telles que l'héparine, la tryptase et l'histamine et ils sont libérés au cours des phénomènes d'inflammation ou d'allergie. Cette cellule est souvent observée près des vaisseaux sanguins. On a terminé avec les cellules, maintenant on passe aux fibres. On commence par les fibres de collagène. Donc ces fibres, elles sont présentes dans la plupart des tissus de soutien. Elles sont les protéines les plus abondantes dans le corps humain. Elles fournissent de la résistance et de la solidité au tissu conjonctif. Le tropocollagène est l'unité moléculaire fondamentale du collagène. Donc ici, on a les cellules du tissu conjonctif proprement dit. Comme vous pouvez le voir, elles sont libres dans la substance fondamentale. Eh bien, les fibres de collagène, elles vont venir et constituer une charpente pour ce tissu. Au microscope, elles ont l'air de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des fibres qui sont assez épaisses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fibres de collagène, environ 25. Le type 1 se trouve dans la peau, dans les tendons, les ligaments et les os. Le type 2 se trouve dans le cartilage hyalin. Ensuite, on a le type 3 ou fibre de réticuline. Et ici, je vais ouvrir une grande parenthèse. Donc, il y a certains ouvrages qui le considèrent comme un type de fibre à part entière et d'autres qui disent que c'est en fait un type de fibre de collagène. On continue. Donc, ces fibres de réticuline vont former un réseau de soutien réticulaire ramifié qui prédomine dans les tissus hautement cellulaires tels que le foie, la moelle osseuse et les organes lymphoïdes. Le type 4 est propre aux lames basales. Le type 7 forme les fibrilles d'ancrage spéciales qui relient la matrice extracellulaire aux membranes basales. Maintenant, on va passer à un autre type de fibres qui sont les fibres élastiques. Elles constituent un réseau de fibres anastomosées et ramifiées. Elles sont extensibles, élastiques et beaucoup plus fines que les fibres de collagène. Elles permettent au tissu de s'étirer et de se distendre. Et l'unité moléculaire fondamentale des fibres élastiques, c'est la tropoélastine. Donc schématisées, elles ont l'air de ça. Voilà. Au microscope, on peut les voir ici. Donc elles sont foncées, voilà. Il y a une très grande différence lorsqu'on voit les deux images entre les fibres de collagène et les fibres élastiques. Elles sont présentes en grande quantité dans les poumons, la peau, la vessie, la paroi des grosses artères. Et c'est assez logique parce que tous ces organes ont besoin d'une grande élasticité pour pouvoir fonctionner. On continue avec la substance fondamentale. C'est une substance transparente, amorphe et optiquement vide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir au microscope. Elle occupe les espaces compris entre les cellules et les fibres du tissu conjonctif.
Donc voilà un schéma de ces substances fondamentales. Ici, on peut voir les fibres de collagène et en fait, tout ce qui se trouve autour de ces fibres, c'est de la substance fondamentale. L'origine de cette substance est double. Elle provient des fibroblastes et du sang. Elle est composée d'eau en très grande quantité, de sels minéraux et d'autres éléments que je vais citer dans le schéma. Donc d'abord, on va voir le monomère de protéoglycane. Donc ce monomère, il est composé d'un axe ou d'un noyau protéique sur lequel vont adhérer des glycosaminoglycanes, voilà. Et tout ça, ça va adhérer à l'acide hyaluronique grâce à une protéine d'adhérence. Donc on va dire que cette substance fondamentale est également composée de glycosaminoglycanes, de protéoglycanes et d'acide hyaluronique. On a des protéines d'adhérence telles que les fibronectines et les laminines, des protéines fibreuses telles que le procollagène et la tropoélastine qui sont les précurseurs des fibres de collagène et des fibres élastiques, des protéines plasmatiques telles que les anticorps, des métabolites variés tels que le glucose et l'urine. La structure de la substance fondamentale en gel aqueux lui autorise la diffusion efficace des nutriments, des métabolites et des déchets hydrosolubles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Mitosis et de partager avec vos amis. À bientôt!